J'étais candidat pour être président des jeunes. J'ai fait, après je suis un peu fou dans ma tête, mais j'ai fait 420 déplacements dans la France entière. Je suis allé dans toutes les villes, tous les villages, toutes les de Lille, de Toulouse, Tourcoing, l'Allier, l'Auvergne, tous les départements. Parce qu'en fait, je comprenais que j'avais compris surtout que moi, j'étais quelqu'un qui était jugé plus difficilement que les autres et que les gens attendaient que je fasse plus que les autres. Et comme je voulais être le meilleur, j'ai dit: «Je sais que ceux qui vont faire un peu comme moi, ils vont faire 150, 200. Moi, j'en ai fait 420. Voilà, prenez des gens avec vous qui vont vous tirer vers le haut et qui vont croire dans les rêves qui sont les vôtres et vous allez voir que la place, de toute façon, en réalité, personne ne vous la donnera. On vous dira toujours: «C'est pas le moment, c'est pas ton temps, c'est pas la période, attends». Dans tous les cas, si toi, tu penses que c'est ton moment, c'est ta route, c'est ton destin, tu dois écrire ta propre histoire toi-même. Et tu maire de quelle ville? J'ai dit: «Bah, je suis pas maire». Il m'a dit: «Tu député?» «Non plus». «Tu élu?» «Pas du tout». Mais à chaque fois, je me disais: «Moi, si je suis ici, c'est que les gens considèrent que je mérite ma place. Donc je vais pas m'excuser d'être là». Donc quand j'ai un truc à dire, je le dis avec ma valeur, avec mes valeurs, haut et fort, en respectant évidemment tout le monde. Mais je considère que dans tous les cas, si jamais la route doit s'arrêter, c'était pas une route où on a cru en moi. Donc dans tous les cas, rien que d'avoir déjà été ici, j'ai déjà gagné. Donc je pense qu'il faut avoir aussi cette mentalité de dire: «On n'a rien à perdre, on tente notre chance. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, dans tous les cas, c'est qu'on n'était pas fait pour être là, donc au moins on a fait ça. On a déjà entre guillemets «écrit l'histoire» à notre niveau. Maintenant on continue la route, on regarde devant. Donc bienvenue dans Qu'est mon Joss, des voix inspirantes, le podcast où on explore les parcours qui marquent, qui émeuvent et qui réveillent la flamme. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une voix singulière, une voix qui porte, Stéphane Tiki. Donc du Cameroun à la France, des quartiers aux sphères de pouvoir, de la politique au monde patronal, cet homme qui a su s'imposer avec audace, résilience et finesse. Il est aujourd'hui directeur du développement et porte-parole du groupement, du patronat francophone et il a accepté de nous raconter sans détour son parcours. Donc revenons à la base, à Douala, à Yaoundé. C'est où que tout commence pour toi? Bah, d'abord, merci beaucoup, Montréal de l'invitation. Dans l'avion, j'écoutais, le brillant, TEDx qu'il a fait, il y a quelques semaines à Yaoundé. Ça nous rend fiers d'avoir des petits frères de valeur comme ça qui font des vraies choses. Moi, j'ai pris l'avion, hein, pour son événement qu'il a fait à Douala, hein. J'ai pris 6 heures d'avion pour venir participer à son événement Solatech et très heureux de te rencontrer aussi. Donc il paraît que tu es une spécialiste de LinkedIn, donc j'espère qu'on va gagner au moins quelques petites, visibilités sur LinkedIn. À nouveau, merci à l'invitation. Désolé du retard. Moi, je suis très heureux d'être ici et je dois même t'avouer qu'en t'écoutant raconter un peu mon parcours, je me disais, que c'est même encore mieux quand c'est toi qui le raconte parce que même moi qui le vis, je le voyais pas si inspirant. Moi, je suis né, à Yaoundé en septembre 1987, 18 septembre. J'ai grandi à Yaoundé, jusqu'en 2005, j'ai eu mon bac à l'école française, ça s'appelle Fustet de Coulanges. Je suis venu à Paris, j'ai intégré la Sorbonne, j'ai été diplômé d'économie d'entreprise et relations internationales. C'est vrai qu'en 2006, la fac a été bloquée. À l'époque, ça s'appelait, le CPE, le contrat de première embauche. Donc au début, je me suis engagé pour lutter contre les blocages et au final, à la fin de la libération de la fac, les gens avec qui on avait libéré la fac pour défendre la liberté d'étudier m'ont dit que finalement, c'était des jeunes engagés d'un parti politique que je ne connaissais pas, qui s'appelait l'UMP et après je me suis engagé dans cette cause-là et je suis devenu le premier Africain à être président des jeunes dans un parti politique français. J'étais président des jeunes de l'UMP et depuis après, voilà, je suis parti dans l'économie parce que je voulais faire quelque chose d'impactant. Je trouve que la politique, c'est passionnant, mais quand tu dis que le ciel est bleu, même si le ciel est vraiment bleu, il y a toujours des gens qui vont trouver des nuances de gris dans le ciel. Pas parce que le ciel est pas bleu, mais parce qu'ils veulent être contre toi, parce que tu as dit quelque chose. L'économie, au moins, apporte la réalité du concret, la valeur ajoutée. C'est-à-dire quand tu œuvres avec une entreprise à construire une route, à bâtir un hôpital, à embaucher des gens, que les gens t'aiment ou ils t'aiment pas, c'est du concret. Donc je suis parti dans cette voie d'économie. Aujourd'hui, je suis, il l'a dit à Montréal, je suis directeur du développement et porte-parole du groupement du patronat francophone, qui est le premier réseau d'affaires francophone dans le monde basé sur les PME. Nous avons 1 million de PME, hein, je répète, 1 million de PME que nous installons dans les 80 pays dans lesquels on parle français. Je suis aussi, chef d'entreprise parce que j'ai créé ma boîte qui permet d'accompagner tous les porteurs de projets qui veulent s'implanter en Afrique.
parce que je me suis rendu compte que le groupement du patronat permettait de connecter les écosystèmes, mais qu'à côté de ça, on avait besoin aussi sur le terrain d'accompagner les porteurs de projets. Donc j'ai monté ma boîte qui s'appelle Shabak Consulting Group et puis récemment, Montréal a assisté à la naissance de mon dernier bébé qui s'appelle Powerhouse, qui est un réseau qui promeut, l'excellence, de ceux qui bâtissent ces ponts entre l'Europe et l'Afrique. On s'est lancé en mai dernier et ça se passe plutôt bien. On a pas mal de gens qui sont, à la fois du milieu, de l'économie, comme Elisabeth Moreno qui était ministre, du milieu, du sport. On a aussi Francis Ganou, de venir de la culture comme Didi B, du milieu, de la diplomatie. Donc on essaie de connecter. On avait, le numéro 2 de l'AFD qui était là, le numéro 2 de la Banque africaine de développement. Donc on essaie de connecter ensemble et de bâtir des ponts entre plusieurs types de milieux, la culture, le sport, la jeunesse, l'économie. Parce qu'en fait, j'essaie de faire montrer, et de faire comprendre que d'abord, les diasporas apportent beaucoup à la France. Elles sont un vrai pont entre la France et l'Afrique. Et aussi, j'entendais beaucoup dans les médias, dans certains en particulier, tous les gens qui disent ce qui ne va pas des diasporas. Et ben nous, on s'est lancé un pari fou avec Christopher qui est ici, qui est toujours maire de Melun, Mmh. et toute mon équipe, on est une dizaine, de dire voilà, on va valoriser ce qui se fait dans la diaspora, avec tous les parcours de fous des gens dans le sport, dans la culture. On parle du Cameroun, mais on parle avec évidemment Samuel Eto'o, Francine Ganou, Taïk, la Didi B, enfin, tous ces gens qui ont réussi dans des domaines totalement fous. On était récemment avec Gaël Ficou, qui est quand même le capitaine de l'équipe de France de rugby, qui est originaire du Sénégal, Cameron Woki, qui est originaire du Congo. Et donc, on s'est dit, on va mettre cette force collective ensemble et on va pouvoir œuvrer ensemble pour s'entraider aussi les uns avec les autres. On a l'ambition d'ailleurs de transformer après Powerhouse en club d'affaires pour que ces gens-là aussi qui ont réussi dans les domaines puissent faire du business ensemble. Donc, tu vois, le cœur de mon ADN, c'est vraiment bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique, bâtir des ponts entre la France et l'Afrique, et bâtir des ponts entre l'offre et la demande, quand on parle au niveau d'économie d'entreprise. Et enfin, là, la réussite, c'est quand même mettre autour de la table une Elisabeth Chungi, avec un Francine Ganou, avec une Elisabeth Moreno, avec une Sonia Roland, avec un Didi B. Ça veut dire des gens qui n'ont rien en commun, qui n'ont pas de parcours commun, qui n'ont pas d'histoire commune, qui ne se connaissaient pas, mais qui partagent au moins un truc en commun, la résilience, la passion et la détermination. Après avoir dit tout ça, revenons quand même à la base. Franchement, c'est un très beau parcours. Tu as dit que tu as grandi au Cameroun, donc à Fustel de Coulanges, lycée français au Cameroun, à Yaoundé. Quels sont les souvenirs qui t'ont marqué durant ton enfance? Est-ce que tu as fait Fustel dès la base, dès la maternelle, avant d'avoir ton bac, avant de venir en France? Quels sont les souvenirs aussi qui t'ont marqué pendant cette période-là? D'abord, moi je dis que c'est le plus important dans la vie, c'est que quand tu sais où est-ce que tu veux aller, c'est toujours important de savoir d'où tu viens. Donc moi, j'ai commencé, la Marfée, qui est, l'école primaire, qui a été fondée par la maman de Yannick Noah. Voilà, j'y suis retourné parce que là, je sors d'un déplacement d'ailleurs du Cameroun, donc j'y suis retourné, il y a peu de temps, où je revois encore, mes anciens, maîtres et maîtresses, parce que j'aime bien aussi transmettre à ces enfants-là, parce que je suis un des leurs, j'ai grandi avec eux. Ensuite, j'ai fait, une autre école primaire qui s'appelle La Patience, qui a été dirigée par une Allemande, madame Kwam, qui était, allemande mariée avec un Camerounais, et je suis arrivé à Fustel en CM2 jusqu'en terminale où j'ai eu le bac, où j'ai fait, les 3. Donc voilà, et d'ailleurs maintenant, dès que je vais d'ailleurs dans tous les pays où je vais, quand même là j'ai fait, 5 pays dans le mois de mai. Je trouve que le plus important, c'est la jeunesse du continent qui est une jeunesse passionnée, qui a même pas besoin qu'on lui donne de l'aide, qui a besoin qu'on lui montre le chemin pour faire du business et pour voir comment il va s'en sortir, pour trouver de l'emploi. Et donc je trouve toujours très important de faire des conférences, d'abord dans les écoles où je suis passé parce que c'est important de transmettre à mes frères et sœurs, mais aussi dans les autres écoles pour essayer de donner la force et l'espoir, et incarner quelque chose avec ces jeunes. On l'a fait, avec le Sofor, on a été à Kinshasa, à Brazza, que ce soit à Rabat, à Tunis, à Abidjan. Partout où on va, on essaie de rencontrer aussi la jeunesse du continent pour lui donner les moyens de pouvoir s'en sortir. C'est hyper important et est-ce que pendant cette période-là, pendant toutes ces écoles que tu as fait, est-ce qu'il y a eu pendant cette période-là, tu savais déjà qui tu allais être aujourd'hui? Est-ce que tu savais que tu avais envie t'aspirer à faire, dans la politique, Pas dans du tout. l'économie? Moi, j'avais un seul rêve dans ma vie, c'était être impactant. OK. Donc depuis petit, quand mes parents m'avaient demandé: «Qu'est-ce que tu voulais faire?» Je disais: «Je voulais être impactant dans la société». Mon père voulait que je sois, mon père a une vraie carrière dans la banque. Mon père voulait que je travaille dans la banque, mais je t'assure, au bout de mon 2e jour de stage à la banque, et le banquier et moi et mon père, on avait compris que c'était pas la bonne route. Voilà, ensuite, non, j'ai longtemps cherché ma voie.
Je savais que j'étais passionné, d'économie, donc c'est vrai que j'ai eu un bac ES. J'ai fait spécialité, en économie. Je suis allé à la fac, j'ai fait économie d'entreprise et relations internationales. Donc je savais que l'économie serait toujours un peu, en tout cas un des fils conducteurs de ce que dans ma vie d'aujourd'hui. Ensuite, c'est vrai que dans mon diplôme, j'ai des relations internationales, donc je me disais: «Voilà, certainement qu'il y aura un lien» et en fait, la politique, c'est vraiment tombé, comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment une coïncidence heureuse, d'avoir voulu, m'engager pour lutter contre les blocages à l'université, avoir, eu de l'ambition là-dedans avec une passion et avoir rencontré des personnes, qui m'ont dit: «Allez viens, on y va». Moi j'aimais bien le côté, sur le terrain de la politique, j'ai toujours aimé les gens et l'ambition de faire des choses aussi pour montrer qu'on peut s'en sortir en montrant des modèles d'excellence. Voilà, donc mais c'était pas, prévu. D'ailleurs, avec un peu d'humour, quand j'ai dit à mes parents que je me lançais là-dedans, mon père, il m'a dit: «Alors, écoute, laisse tout ça sur le côté, reviens à Yaoundé après le bac, donc tout ça, c'est des chemins trop compliqués, dans lesquels tu n'as pas pied». Voilà, donc c'était vraiment, mais moi, je fais partie des gens en qui, on n'a jamais misé, on m'a jamais vraiment tendu la main, on m'a jamais donné ma chance. D'ailleurs, je peux me permettre de te dire quelque chose, quand tu as un rêve, si tu le racontes à des gens, si les gens ne rigolent pas, c'est que tu as pas rêvé assez fort. Moi, à chaque fois, je racontais mes rêves aux gens. J'avais dit à ma mère, un jour, je rencontrais Nicolas Sarkozy et ma mère, elle m'a dit: «Même le maire de Yaoundé 1, tu l'as jamais rencontré. Essaie déjà de faire le maire de Yaoundé 1 et même le maire de super maire de Yaoundé déjà, on peut dire que c'est déjà un rêve très important». Le 1er jour où j'ai eu un entretien avec le président Sarkozy, ma mère, elle m'a dit: «Ah, tu l'as croisé où?» J'ai dit: «J'ai pas croisé, il m'a reçu». Donc, moi, ma vie est un parcours de un peu de hasard, de chance, de passion, de détermination, d'ambition de l'excellence. Mais je ne savais pas quelle était la voie où j'allais aller. Par contre, à chaque fois que je suis entré dans une voie, je me suis dit, je vais y arriver pour être dans l'excellence, je vais tout faire pour être le meilleur. Parce que aussi, les gens ont beaucoup de clichés quand on est originaire d'Afrique. Ils pensent qu'on n'est pas sérieux, ils pensent qu'on n'est pas professionnel, ils pensent que on n'a pas la capacité de pouvoir être dirigeant. Et moi, j'ai toujours montré que j'étais pas là pour être passager du train, j'étais là pour conduire le train. Et tu vois, là, je rentre d'une mission au Cameroun où j'ai amené, 15 chefs d'entreprise qui n'étaient jamais allés en Afrique, jamais allés au Cameroun, qui sont venus pour la première fois, pour leur montrer aussi, cette Afrique de l'excellence à laquelle on croit et leur montrer que nous qui sommes africains, on n'a pas besoin d'aide. On a besoin de business et de partenariats gagnant-gagnant. Et les gens, quand ils sont loin, ils ne le voient pas. Mais quand ils viennent avec nous sur le terrain et qu'ils voient la réalité et qu'ils voient les opportunités, on leur dit: «On sait que vous êtes là pour gagner, mais qu'avec nous, nous aussi, nous allons gagner». C'est fort, c'est vraiment fort comme mot. Mmh, quand tu arrives en France, quelle est la chose qui te choque le plus? Parce que moi étant, tout fraîchement diplômée, grandi au Cameroun aussi et en Ah, France aussi, d'accord. en arrivant du coup en France, qu'est-ce qui te choque le plus? En fait, moi, tu vois, les gens parlent beaucoup d'immigration. Moi, je pense on devrait parler plus d'intégration. Je trouve que le parcours d'intégration est un parcours difficile. Nous, on est arrivés ici. Moi, je me rappelle, j'allais à la fac, donc à la Sorbonne. S'il y avait une annexe de ma fac, c'était à Tolbiac. Donc, je prenais la ligne 9 jusqu'à Trocadéro. De Trocadéro, je prenais la 6 jusqu'à Place d'Italie. Je prenais la 7 jusqu'à Tolbiac. À Tolbiac, je prenais un bus pour aller à la fac. Franchement, quand tu fais, tu fais de la maison à Fustel, Yaoundé, c'est petit, tu fais petite distance. C'est vrai. Là, tu sens que pour aller vraiment étudier, il faut avoir la motivation. Ensuite, donc il faut être passionné. Ensuite, l'hiver, franchement, quand tu arrives, ici, l'hiver, il fait nuit le matin, tu vas avec le froid, moi, je trouve qu'ici, c'est vraiment la résilience de la détermination. C'est vraiment souvent, je dis aux gens: «Quand tu veux venir ici, il faut être déterminé, il faut avoir faim, il faut tout donner, il faut rien lâcher» parce que la société te donne quand même des moyens de te dire: «Ça va être difficile». Tu l'as vécu parce que tu me dis toi aussi tu viens du Cameroun. La société dans laquelle on a grandi est une société, collective et généreuse. Moi, ma mère, elle disait toujours que s'il y a de la place pour 8, il y a de la place pour 9. Moi, je me rappelle, je peux vous raconter une anecdote. Ma voisine de palier, quand je suis arrivé, elle m'avait dit: «Bon, j'ai vu que tu es tout seul, tu as pas de famille, tu as pas d'amis. Viens quand tu veux, si tu as besoin de passer un moment pour discuter avec quelqu'un». Je suis venu 2 jours consécutifs. Le troisième jour, elle m'a dit: «Non, mais en France, quand on dit: "Viens quand tu veux", c'est viens de temps en temps, quoi. Mais de temps en temps, espacé, hein». Et d'ailleurs, le «quand tu veux», ça sous-entend que tu m'appelles avant de venir quand même. Du coup, même j'ai un sentiment de gêne. J'ai dit: «Ah, mais désolé, je voulais pas». Moi, j'ai dit: «Viens quand tu veux». Donc d'ailleurs, ça me permet de te dire quelque chose. Ça montre que les codes sont pas les mêmes. Parce que le «viens quand tu veux» chez nous, ça sous-entend que tu peux venir tous les jours manger à la maison, il y a pas de problème. N'importe quel. Le «viens quand tu veux» ici,
faut prévenir avant, faut venir de temps en temps. Donc il faut aussi, je pense, il faut s'habituer à de nouveaux codes qui sont pas les codes dans lesquels on a grandi et pour moi, le parcours et le chemin d'intégration est un chemin, difficile. Moi, quand je rentre à l'UMP, je me sens vraiment comme un ovni. Voilà, tous les gens se connaissent, ils ont grandi ensemble, ils ont fait les mêmes écoles, les mêmes parcours. Moi, je les connais pas, j'ai pas grandi, j'ai pas d'amis, je suis pas fils d'eux, j'ai pas de parents d'eux. C'est très difficile, mais cette difficulté a été aussi pour moi un élément moteur dans mon engagement à me dire que, nos parents se sont voilà, moi, mes parents sont étant au départ d'une famille modeste. Moi, mes parents, ils se sont battus pour qu'on paye Fustel de Coulanges. Mon père, il m'avait dit, «Dans tous les cas, si tu sors pas de là avec quelque chose, ne rentre pas au Cameroun». Donc la difficulté dans laquelle j'ai vécu, puisque mes parents aussi ont été étudiants ici, m'a donné la conviction et la force de me dire, voilà, f comme on dit chez nous: fais quoi, je dois m'en sortir». Donc ça va être dur, on va pleurer, on va tomber, on va souffrir, mais dans tous les cas, on sait qu'au bout du chemin, il faut qu'on s'en sorte. Je te donne un exemple concret. Quand j'étais candidat pour être président des jeunes, j'ai fait, après je suis un peu fou dans ma tête, mais j'ai fait 420 déplacements dans la France entière. Je suis allé dans toutes les villes, tous les villages, toutes les de Lille, de Toulouse, Tourcoing, l'Allier, l'Auvergne, tous les départements. Parce qu'en fait, je comprenais que j'avais compris surtout que moi, j'étais quelqu'un qui était jugé plus difficilement que les autres et que les gens attendaient que je fasse plus que les autres. Et comme je voulais être le meilleur, j'ai dit: «Je sais que ceux qui vont faire un peu comme moi, ils vont faire 150-200. Moi, j'en ai fait 420». Voilà et au bout des 420, tout le monde savait, voilà, j'ai été élu président des jeunes à l'unanimité, hein. Tout le monde savait que dans ce poste-là, celui qui l'incarne à travers la passion et ce qu'il a fait sur le terrain, voilà, c'était totalement mérité. Quand on vient du coup de l'étranger, comme tu dis, quand on vient d'un milieu où on doit se battre 10 fois plus que les autres, comment est-ce qu'on se fait une place dans ce milieu-là? Quels conseils, par exemple, tu pourrais donner aux jeunes qui aspirent à être comme toi, dès la base, après leurs études ou pendant leur parcours en début de carrière? Quels conseils, par exemple, tu pourrais donner? Et ben, moi, je suis très content de cette question parce que j'aurais rêvé avoir quelqu'un qui a répondu à cette question quand j'ai commencé, en arrivant ici. Parce que, moi, j'ai beaucoup, tâtonné. Je ne savais pas quelle était la route, je savais pas où est-ce que je voulais aller, je savais pas comment et avec qui. Donc là, maintenant, quand tu me poses la question, au bout de 20 ans, de vie ici et d'expérience, professionnelle et personnelle, je te dirais, d'abord, je pense qu'il faut venir ici avec, l'ambition d'excellence, avec la passion et la détermination. Ensuite, je te dirais, on pense beaucoup que les parcours de réussite sont des parcours de solitude. Pour moi, c'est des parcours de collectif. Il faut donner pour recevoir et pour moi, dans ces parcours, il faut toujours avoir quelqu'un dans la route qui va venir t'apporter une valeur ajoutée et qui est meilleur que toi dans un domaine et qui va te donner la force de dire: «Viens, on va y arriver, on va faire la route ensemble». Donc moi, comme conseil, je dirais aux gens: d'abord, il faut venir ici avec la passion, l'ambition, l'excellence. Il ne faut pas qu'on ait honte de ce mot-là en disant et c'est pas de la prétention de dire qu'on veut être excellent, c'est qu'on aspire à vouloir être les meilleurs. Parce que quand on est aussi fier de là où on vient et d'où on aspire à cette excellence-là. Et ensuite, moi, je pense qu'il faut sortir des clichés. Par exemple, moi, j'arrivais toujours, à l'époque où j'étais stagiaire à l'UMP, j'arrivais toujours, avant tout le monde. J'étais le premier arrivé au bureau et j'étais le dernier à partir. Et les gens au début, ils disaient: «Ah», plusieurs fois, il y avait des blagues, hein. Ils ont dit: «Ah, mais on pensait que les gens qui sont africains, ils arrivent toujours en retard». Bah, non, vous voyez, quand on est concentré, on est à l'heure. Et en fait, je pense que moi, j'ai surnommé ça et Christopher va rigoler, mais j'ai surnommé ça la barrière du respect. Moi, je pense qu'à un moment donné, tu dois te faire respecter et quand tu montres aux gens quelles sont tes valeurs, quelles sont tes compétences, quelles sont tes aptitudes et quelle est ta valeur ajoutée et que tu délivres, les gens après, ils oublient, la couleur de peau, la religion, les origines, la race. Ils voient la délivrance, qui font qu'il y a des gens, dont on n'a pas forcément des d'idées en commun et qui finalement te respectent parce qu'ils disent: «Ah, lui au moins, sur ce domaine-là, on sait que c'est clair». Donc moi, je pense que il faut aussi savoir s'entourer. Entourez-vous de gens, qui croient en vous et qui veulent votre bien et qui vous donnent d'abord, un de la force et 2 aussi des gens avec qui on a de la complémentarité. Moi, j'ai toujours su que j'étais très mauvais en maths. Les premières personnes que j'ai pris avec moi, c'est des comptables. On m'a dit: «Mais pourquoi tu prends des comptables?» «Bah, ils savent faire des maths». Moi non, donc voilà et prenez des gens avec vous qui vont vous tirer vers le haut et qui vont croire dans les rêves qui sont les vôtres et vous allez voir que la place, de toute façon, en réalité, personne ne vous la donnera. On vous dira toujours: «C'est pas le moment, c'est pas ton temps, c'est pas la période, attends». Dans tous les cas, si toi tu penses que c'est ton moment, c'est ta route, c'est ton destin, tu dois écrire ta propre histoire toi-même. Moi, j'aime bien cette phrase du général de Gaulle qui disait
que l'histoire doit s'écrire par les vainqueurs. Donc à un moment donné, nous qui sommes aussi d'ici et d'ailleurs, on doit être les vainqueurs de l'histoire qui écrivons notre propre histoire. Donc il ne faut pas attendre que... Moi souvent des gens me disent: «Oui mais là je suis sur la route et j'attends qu'on me donne ma place». Moi en réalité, personne ne m'a jamais donné ma place. Des gens m'ont été autour de moi pour me dire: «Écoute, là je pense que cette place elle peut être intéressante pour toi». Mais à chaque fois je me suis battu pour prouver quelle était ma compétence pour prendre ma place. Donc moi je dirais aux gens, même dans la Bible, on a dit: «N'attendez pas que la manne tombe du ciel». Même Dieu, il a dit: «Aide-toi et le ciel t'aidera». Donc, si vous avez à un moment donné un projet, une ambition, un rêve, il faut rêver sa vie et vivre ses rêves. C'est-à-dire, tu dois rêver la veille à ce à quoi tu vas aspirer. Et le matin, tu portes dès le départ l'uniforme ou le costume du rêve que tu veux réaliser et tu donnes tout. Et alors, évidemment, disons les choses, hein, le parcours, aussi beau qu'il soit, c'est un parcours semé d'embûches, de difficultés, de larmes, de défaites. Et il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner. Donc il faut tomber et se relever. Et quand tu tombes, tu te dis: «Pourquoi je suis tombé? Quelles ont été les causes de ma chute? Mais dorénavant, maintenant que j'ai acquis quelles sont les causes, je vais tout faire pour plus retomber dans les mêmes causes». Donc il faut apprendre. Nelson Mandela disait: «Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne». Ça a été, ma bible tout au long de mon engagement jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, il faut pas qu'on ait peur de l'échec. L'échec est un facteur de réussite. Donc moi, à chaque fois, je me disais, en bon Camerounais, je me disais: «Dans tous les cas, en vrai, personne ne m'attend ici». C'est vrai, personne m'a donné ma chance. Donc je vais y aller. Je te raconte une anecdote. En 2010, chez mon premier plateau télé, prime time, France 2, 20h50, ça doit être «À vous de juger» ou une émission comme ça, je crois que c'est «À vous de juger» ou 50 minutes de l'info, je sais plus. C'était l'émission qui passait en jeudi en prime time. J'étais en face de 2 hommes d'État. Il y avait Jean-Louis Debré et il y avait Roland Dumas. Jean-Louis Debré, c'est le fils de celui qui a créé la 5 République, Robert Debré. Et Roland Dumas, c'était le ministre de François Mitterrand. Et moi, j'étais, le troisième dans cette émission-là. Je devais avoir 22-23 ans, hein, donc vraiment, voilà. Quand je suis arrivé, la plupart des gens me disaient: «Mais c'est bizarre, pourquoi tu es pas stressé? Tu devrais stresser». Jean-Louis Debré, qui a été à la fin, président du Conseil constitutionnel. Roland Dumas: «Toi, tu as jamais été ni maire, ni ministre, ni politique, tu es un petit jeune arrivé». J'ai dit: «Vous savez, moi, je suis déjà tellement heureux d'être ici. Au final, si on ne me réinvite plus, dans tous les cas, personne n'avait imaginé que j'allais être invité. Et si on me réinvite, j'aurais réalisé l'espoir de dire que j'ai été invité et j'ai été réinvité». Donc en fait, toute l'histoire de ma vie, moi j'ai dit aux gens, dans tous les cas, moi, j'ai jamais rien à perdre. Personne n'a cru en moi, personne n'a visé sur moi. Donc en réalité, avec un peu d'ironie, ceux qui ont de la pression, c'est Roland Dumas et Jean-Louis Debré. Si Roland Dumas et Jean-Louis Debré disent une bêtise à la télévision, ça va être repris par tous les médias. En réalité, si le petit étudiant qui est né à Yaoundé, Stéphane Tiki, dit une bêtise, mais qui le connaît même en vrai? On va dire celui-là, même c'est qui? Donc au final, moi je suis arrivé, j'étais très détendu, j'ai fait une super émission avec eux et ça s'est très bien passé. Et donc à chaque fois que j'avais quelque chose, je me rappelle quand je suis entré au bureau politique avec, des grandes personnalités comme Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, tout le monde, je me rappelle Christian Estrosi qui est maire de Nice, il m'avait dit: «Mais toi, tu es maire de quelle ville?» J'ai dit: «Bah, je suis pas maire». Il m'a dit: «Tu es député?» «Non plus». «Tu es élu?» «Pas du tout». Mais à chaque fois, je me disais: «Moi, si je suis ici, c'est que les gens considèrent que je mérite ma place. Donc je vais pas m'excuser d'être là». Donc quand j'ai un truc à dire, je le dis avec ma valeur, avec mes valeurs, haut et fort, en respectant évidemment tout le monde. Mais je considère que dans tous les cas, si jamais la route doit s'arrêter, c'était pas une route où on a cru en moi. Donc dans tous les cas, rien que d'avoir déjà été ici, j'ai déjà gagné. Donc je pense qu'il faut avoir aussi cette mentalité de dire: «On n'a rien à perdre, on tente notre chance. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, dans tous les cas, c'est qu'on n'était pas fait pour être là, donc au moins on a fait ça. On a déjà entre guillemets «écrit l'histoire» à notre niveau. Maintenant on continue la route, on regarde devant». C'est vrai. Mais aujourd'hui, ça, c'est toutes les qualités, toute la force que tu as. Mais est-ce que tu as eu des difficultés que tu as surmontées? Est-ce qu'il y a une qui t'a vraiment marquée, en début de carrière ou Ouais, pendant ton j'ai non mais parcours? d'abord, oui, hein, moi des difficultés, les gens qui travaillent avec moi peuvent te dire, on en a tous les jours, hein. Donc les gens qui te disent qu'ils ont des parcours sans difficulté, c'est des gens qui te disent pas la vérité. Moi, j'ai énormément de difficultés, la difficulté dans l'intégration, la difficulté dans le chemin, la Mmh. difficulté dans le parcours, la difficulté dans la crédibilité. Parce qu'au début, les gens, ils te voient pas forcément comme quelqu'un de crédible ou comme quelqu'un de sérieux. Donc oui, ça a été toujours dur parce que nous, on fait partie de la religion des gens qui doivent toujours dire qui ils sont. On fait partie de la génération des gens, on dise: «Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait?» On fait partie de la génération des gens qui disent: «Mais lui, il faut qu'il nous prouve quelque chose». Et derrière, tu vois, ça crée un peu de frustration
en vrai, parce qu'il y en a d'autres, à qui on ne demande jamais qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont leurs résultats. Mais moi, c'était juste, l'important de savoir quels sont les codes. À partir du moment où j'avais compris le code, moi, je te dis, hein, j'ai travaillé plus que les autres, c'était dur, c'est vrai. J'ai été aussi, plusieurs fois, victime de racisme. J'ai eu des caricatures en singe, j'ai eu des dessins en bonobo, j'ai eu des insultes, j'avais 50 insultes racistes par semaine. Donc c'est très dur parce que même si nous, on est des lions indomptables et qu'on s'engage, les gens ne pensent pas aussi à nos familles. C'est-à-dire que le coup, tu reçois un courrier chez toi et c'est ta mère qui ouvre le courrier, tu as une caricature en singe. Voilà, donc c'est dur parce que dans une société quand même qui est très difficile. Voilà, mais après en vrai, voilà, Nelson Mandela disait, «Ne me juge jamais sur le nombre de fois où j'ai réussi, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et je me suis relevé». Donc il y a énormément de discuter dans le parcours, sur le chemin, énormément de larmes, d'échecs, mais chaque échec a été pour moi un vecteur de réussite et d'ailleurs depuis, je considère que l'échec est pour moi un couloir de réussite qui t'amène à l'aboutissement d'atteindre ton parcours. Il y a jamais de parcours de personne qui n'est jamais tombé, qui n'a pas souffert, qui n'a pas de difficultés. Donc quand j'avais des difficultés, je me rappelle, les gens me disaient, «C'est bien, si tu es blessé, c'est que tu es sur la bonne route». C'est ceux qui ont les corps couverts de plus de cicatrices qui sont ceux qui s'en sortent le plus. C'est encore une fois hyper puissant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font face à ça, mais qui ne vont jamais oser en parler, notamment le racisme, qui vont jamais oser en parler. Et tu as dit au début de l'introduction que tu as navigué, enfin que tu navigues même entre plusieurs domaines, l'économie, la culture, le sport. Est-ce qu'il y a pas un domaine qui t'a le plus intéressé par rapport aux autres ou qui t'a le plus marqué, ou tu préfères qu'on ne te case pas, Non, non, mais non, mais en vrai, moi, mon domaine aujourd'hui, c'est l'économie et c'est les relations internationales. Aujourd'hui, tu vois, j'ai un plein d'entreprises dans tous les pays où on parle français. J'accompagne les porteurs de projets. Je rencontre chefs d'État et gouvernement. Avec Christopher, il y a 15 jours, on était avec le président Sassou Nguesso pour faire des choses sur le Congo, notamment implanter des PME, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec l'UNOC, qui est le patron des PME, et le FIGA, qui est un fonds qui permet de financer tous les jeunes de 18 à 25 ans qui sont congolais. Donc moi, mon cœur de métier, c'est l'économie et c'est les relations internationales. Donc je me suis servi justement de cette expérience politique aujourd'hui pour, rencontrer, chefs d'État, acteurs gouvernementaux et décideurs des pays, pour connecter ces milieux-là avec le milieu de l'entrepreneuriat et de l'économie. Maintenant, à côté de ça, je suis un vrai passionné. Je suis passionné par le sport, je suis passionné par la musique, je suis passionné par la culture. C'est des hobbies que je ne pratique pas, hein. Enfin voilà, je je joue au tennis une fois tous les 3 mois, donc voilà. Mais par contre, oui, et dès qu'on a je te raconte, une expérience, là, j'ai été contacté hier, par, un champion, hein, de triple saut originaire du Cameroun, il s'appelle Teddy Tamgo, qui organise un meeting de triple saut dans une semaine. Il m'a dit: «J'aimerais que tu viennes», voilà, j'ai dit: «Avec plaisir». Là, j'ai invité avec moi au Cameroun une grande, championne qui s'appelle Grace Zadi, qui est championne du monde, championne olympique, championne d'Europe de handball. Elle est franco-camerounaise. Elle est venue avec moi à Yaoundé sur les journées économiques du Cameroun pour qu'elle rencontre l'écosystème camerounais. Donc c'est-à-dire que moi, voilà, je suis passionné par le sport, par la culture, et je dis d'ailleurs, faut pas avoir honte. Moi, j'assume, je suis fan des gens que je fréquente. Bien sûr, Montréal, c'était là, on invite Francis. Moi, Francis, c'est mon ami, Francis Ngannou, mais je suis fan de Francis Ngannou. Dès qu'il y a quelque chose pour aller supporter, on va aller, moi, je suis le premier supporter. Dès que Elisabeth Moreno lance quelque chose, je suis le premier à être assis au premier rang. Et je pense qu'on a besoin aussi de fréquenter des gens qui nous inspirent, parce qu'ils nous tirent vers le haut. Et j'aime bien cette phrase qui dit: «On est les 90 des gens qu'on fréquente le plus». Et donc moi, j'ai pas de souvent, je sais, hein, je mets les pieds dans le plat. Notre génération, pour moi, doit être l'inverse. La génération d'avant, dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, c'est le palais de crabe. On est les premiers à dire que: «Ah, mais finalement, est-ce que lui, là, vraiment? Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait?» Et au final, on devient un peu des haters des gens qui sont autour de nous. Moi, j'ai jamais été haters de quelqu'un. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que moi dans un domaine, moi, je trouve ça hyper inspirant. Récemment, j'expliquais sur RFI que moi, j'avais des posters de Samuel Eto'o dans ma chambre et aujourd'hui, c'est mon ami. Franchement, et ce que je te dis là, je lui ai dit, hein. Donc voilà, donc je pense qu'il faut avoir autour de nous des gens qui nous inspirent. Et moi, tu parlais des différents types de domaines, c'est parce que mon ambition, c'est de faire comprendre à tous ces gens qui ont des parcours d'excellence dans leur domaine respectif, qu'ils peuvent aller encore plus haut. Mais s'ils peuvent aller plus haut, c'est parce qu'il faut qu'ils soient plus forts collectivement, et connecter un excellent dans la culture avec un excellent dans le sport, un excellent dans l'économie avec un excellent dans la musique.
C'est ça l'accueil finalement. Mmh. Donc, tu vois, par exemple, Francis Ngannou, il m'a dit: «Moi, je suis viens à Paris, j'ai jamais rencontré de gens qui ont été au gouvernement en France». Bah, super frère, on va te connecter avec Elisabeth Moreno et ben voilà. Enfin, Elisabeth Moreno, elle dit: «Ah mais c'est notre champion qu'on voit à la télé». Mmh. Bah, voilà. Donc tu vois, je trouve ça beau de prendre des gens qui ont pas le même parcours, qui ont pas la même histoire, qui ont pas la même route et qu'on connecte ensemble et qui finalement font un parcours en commun. Montréal est venu, avec nous au Sénat et grâce à ça, il est parti, après à Yaoundé avec, Elisabeth Chungi qui est au comité exécutif du groupe Auchan Orange qui est venu à TEDx. C'est ça la force aussi, c'est-à-dire que les gens qui viennent, qui ont pas d'histoire commun, pas de parcours commun, pas de lien, ben, au final, on crée l'écosystème pour que ces gens-là se rencontrent et qu'ils se disent qu'on va bâtir des ponts dans des milieux qui n'ont rien à voir et qu'au final, ils sont beaucoup plus forts, ensemble que séparément. Mmh. Et le patronat francophone que tu diriges, ça a quand même un lien avec tout ça. C'est quoi concrètement et comment est-ce que tu peux l'expliquer aux jeunes, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est hyper simple. Le patronat francophone, il faut que tu vois, c'est un réseau d'affaires francophones avec 1 million de PME regroupées dans 80 pays. Nous, on est vraiment des acteurs du concret. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, tu es une entreprise canadienne qui veut s'implanter au Cameroun. Et ben, nous, on va la connecter avec les décideurs camerounais qui sont le patronat, la chambre de commerce et les acteurs locaux qui peuvent être des acteurs gouvernementaux et décideurs tout court. Donc, on a la capacité d'installer une boîte du nord vers le sud, mais on a surtout la capacité d'installer une boîte aise en Côte d'Ivoire. Donc on fait nord-sud, sud-sud et même sud-nord. C'est-à-dire une PME congolaise qui veut s'implanter en France. On a pas mal de nos amis qui sont venus là depuis aujourd'hui, d'où d'ailleurs mon retour ce matin, parce qu'on a cet événement qui s'appelle Vivatech sur les startups et le numérique. Et on a des délégations qui viennent du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, que nous accompagnons tout au long de ces 3 prochains jours. Donc on fait nord-sud, sud-sud, sud-nord. On accompagne, on connecte entrepreneurs et dirigeants, entrepreneurs et décideurs. Mmh. OK. Et pour les jeunes, par exemple, à quoi ça sert? Pour les jeunes, ça sert aux jeunes qui ont monté leur boîte. C'est sûr que si tu me dis: «Je suis jeune, je suis footballeur», il y a pas vraiment d'utilité. Non, mais nous, on a, tu vois, par exemple, tu me disais que tu étais un peu sur le Cameroun. On a rencontré, une grande dame qui est une dirigeante, d'un incubateur de start-up qui s'appelle, Emmanuelle Barou, qui a fait un incubateur de start-up qui s'appelle, Innovation Factory, qui est pour moi, le dit incubateur, du Cameroun, qui permet de tous les jeunes de postuler, de former et de montrer aussi les métiers d'entrepreneuriat. Et ben, on est en train de dire qu'on va travailler avec cette dame et cet incubateur de start-up sur le Cameroun. Et on est allé là-bas pour, moi j'ai donné un cours de prise de parole en public, aux jeunes et on a rencontré des jeunes qui font pas mal de choses. On a des jeunes qui font un peu comme, Uber Eats maintenant à Yaoundé. On a aussi Niango, hein, qui est comme un peu l'équivalent d'Uber qui marche aussi. Et donc, tous ces jeunes-là qui font de l'entrepreneuriat parce que tu vois, moi je trouve que l'Afrique a besoin aujourd'hui de mettre en avant des capitaines d'industrie. On a des gens qui sont des gens comme monsieur Dampoulot, monsieur Dangote, qui réussit en Afrique, qui sont des capitaines d'industrie. On parle beaucoup de sport et de musique, mais on a besoin aussi d'avoir des modèles qui sont des capitaines d'industrie. Et je sais que tout le monde est happé par la cause publique et tout ça, mais un chiffre important, en 2050, la population africaine sera à la hauteur de la population chinoise. Sauf que nous, à la différence de la Chine, 70 des gens ont moins de 35 ans. Et tous ces jeunes-là, il faut les amener au métier de l'entrepreneuriat. Il va falloir comprendre que on a la capacité aujourd'hui de monter sa boîte, d'être une start-up, d'être une PME, d'être une ETI, et qu'on a la capacité, avec les réseaux qu'on a, de pouvoir les accompagner à se développer dans le continent, dans leur pays d'origine, même ailleurs. Moi, je fais partie de ceux qui prônent aujourd'hui la zone économique de libre-échange pour qu'on puisse baisser les frontières. Tu vois, c'est pas possible que nous qui sommes Camerounais aujourd'hui, on a besoin d'avoir un visa pour aller à Kinshasa. Comment est-ce que l'entrepreneur camerounais qui veut investir au Congo, il peut investir alors qu'il y a déjà la barrière du visa? Aujourd'hui, toi, Camerounais, si tu veux prendre l'avion pour aller au Gabon, le billet d'avion, il coûte 150 000 francs CFA pour 50 minutes d'avion. Il faut casser aussi cette concurrence-là qui fait que il faut circuler plus librement. Et moi, je suis pour la libre circulation des biens, des services et des capitaux, et qu'on travaille aussi avec ces zones économiques régionales, comme là, la CEMAC ou la CEDEAO, parce qu'on a finalement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour moi, à partir du moment où on décide de faire ensemble, et ben, c'est je gagne, tu gagnes, nous gagnons. On a des objectifs communs qui fait que si tu perds, je perds. Donc, je peux pas te laisser tomber. Même si tu es en train de tomber, je vais t'aider à te relever parce que pour que tu puisses gagner, parce que si tu gagnes, je gagne. Donc, moi, je pense que les jeunes aujourd'hui doivent comprendre que voilà, il faut qu'on ait conscience que le continent dans lequel on est né, l'Afrique, c'est le continent qui est celui d'aujourd'hui. C'est le continent qui est celui du territoire d'opportunité. Pour cela, il faut d'abord que nous-mêmes, on ait conscience de cette valeur-là.
Tu vois, à chaque fois, on dit aux gens, «Merci d'être venus chez nous», comment tu peux remercier des gens qui viennent chez toi alors qu'ils viennent investir dans ta maison? C'est des relations qui doivent être d'égal à égal, de partenariat, de respect, de gagnant-gagnant et ça, il faut qu'on ait la posture nous-mêmes de comprendre que les gens qui viennent chez nous, ils viennent pas parce qu'on est beau, même si je sais qu'on est Camerounais, on dit qu'on est le continent, c'est vrai. Mais les gens qui viennent, ils viennent pour gagner et c'est normal. L'entrepreneur, il vient pour gagner. Les gens qui adhèrent chez moi au groupement du patronat francophone, ils viennent pour gagner parce qu'ils veulent du réseau international. Mais il faut qu'il va falloir comprendre que quand ils viennent pour gagner, là où ils sont aussi doivent gagner. C'est ça la nouvelle donne et c'est pour ça que la jeunesse, pour moi, elle est pour moi au cœur du réacteur de la fusée et souvent les gens pensent que la jeunesse a besoin d'aide. Elle a pas besoin d'aide, elle a besoin d'opportunités. Elle a besoin que tu lui montes la route de la formation et que derrière tu lui expliques qu'une fois qu'elle est formée, comment elle va pouvoir s'en sortir. Et tu vois, moi, chaque fois qu'on rencontre des chefs d'État, je leur dis toujours qu'on a besoin aussi que c'est pas l'économie ou la politique, c'est les 2 ensemble. Parce qu'on a besoin que l'État nous dise les métiers dans lesquels il y a des besoins de main-d'œuvre et que nous, derrière, en tant que patronat, on remonte ces messages-là dans les écoles et dans l'éducation pour dire dans les écoles: «Formez les jeunes dans ces métiers-là», parce que quand ils sortent de là, ils sont tout de suite opérationnels sur le marché du travail. C'est comme ça qu'on va pouvoir lutter à la hausse du chômage des jeunes. C'est comme ça qu'on va créer de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, si tu fais des jeunes qui sortent à bac+18, mais qu'au final, ils sont dans des métiers dans lesquels il y a pas d'emploi, ils finissent au chômage. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille les uns avec les autres. Donc dernière question, vu qu'on sait que tu as, une intervention à Vivatech, quel rêve tu portes encore dans ton cœur que tu n'as Ouh là là! qui te reste peut-être encore à accomplir, même un rêve? Écoute, franchement, ça va être ta question, je vais moins bien répondre. Je reconnais parce qu'en fait, Christopher pourrait témoigner, et les gens qui sont avec moi peuvent te dire, moi, j'ai des rêves tous les jours. Ouais. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, je rêve de tout, moi. Je rêve de là, avec quelqu'un qui s'appelle Alpha Nouri, on est en train de vouloir créer la banque de la diaspora, Mmh. tu vois, un rêve. On est en train d'implanter, on a implanté 15 entreprises là sur le Cameroun, un autre rêve. Là, on va faire le 1er forum Europe-Afrique qui aura lieu en Afrique. Cette fois-ci en Côte d'Ivoire, c'est le 26-27 à Abidjan. On a lutté, hein, parce que la plupart des forums Europe-Afrique avaient lieu en Europe. Là, on l'a en Afrique, donc voilà, et puis toujours d'accompagner les gens dans les domaines, clés. Expliquer aussi aux gens que l'agriculture est un métier de première nécessité. Souvent, on voit ça comme une deuxième ou une troisième voie. Voilà, je rêve de faire un peu plus de sport. Je rêve de me marier, d'avoir des enfants parce que pour l'instant je suis pas. Voilà, je rêve de rencontrer les gens qui m'inspirent un peu plus. J'aimerais bien rencontrer, Roger Federer, j'aimerais bien rencontrer Zinedine Zidane. Voilà, j'ai plein de rêves de gens, inspirants, que je rêve de rencontrer et je rêve aussi d'aller au bout de mes projets. Là, je suis en train d'écrire un livre qui devrait sortir, à la rentrée, donc je rêvais d'écrire un livre pour parler un peu de tout ça, dans cette relation aussi Europe-Afrique sur des partenariats gagnant-gagnant. Puis je rêve, d'organiser un événement, qui va normalement être, organisé à la rentrée de septembre-octobre, qui sera un peu l'événement qu'on appellera possiblement les états généraux de la diaspora. Oui, ne me regarde pas Christopher, je devais pas le dire, j'ai dit, c'est pour ça d'ailleurs je dis toujours: «Je suis un bon client». Voilà, mais voilà, on a envie de créer un super événement, avec tous ces gens que je t'ai cités tout à l'heure, qui vont venir prendre la parole sur les tables rondes, dans l'éducation, dans le sport, dans la jeunesse, dans l'économie, dans la politique, pour leur demander quelle est leur vision de l'Europe et d'Afrique, quel est leur parcours d'excellence, quels ont été les moments difficiles, quels sont les conseils qu'ils peuvent donner aux gens pour s'en sortir et quelle est la vision qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils portent aussi pour les diasporas. Donc on va le faire, on table sur, 300 personnes à peu près. Ça va être un peu, l'événement dans la rentrée et puis toujours continuer avec Powerhouse, au-delà des distinctions, parce qu'on honore des gens qui ont des parcours d'excellence, mais surtout, vraiment l'ambition de ce club, c'était connecter les gens ensemble. Quand on voit, voilà, Montréal avec, Elisabeth Chougui. Là, on a vu, hier, Aïssata Assec, qui est présidente de la Fondation d'Esclavage, avec Stomy Bugsy. On a vu Gaëtan Muller avec Flora Coquerel, et Anne-Laure Bonnet. Voilà, tous ces gens qu'avant nous, ils n'avaient pas de route et qu'avec nous, ils ont une route ensemble. Et ben, nous, on n'a qu'une seule ambition, c'est élargir encore le cercle, toucher plus de public, agrandir la maison. Et en fait, pour moi, Powerhouse, c'est pas ma maison, c'est notre maison, c'est la maison commune. Et dans la maison commune, on connecte les gens ensemble et on fait la route. Donc, on a envie d'aller, encore plus haut, encore plus fort, encore plus vite et encore plus tous ensemble. Parfait.
Bah, merci en tout cas Stéphane pour ta sincérité, ta force et tous les conseils que tu as donnés à de nombreux jeunes, que ça soit à travers le Cameroun, en France ou peu importe même dans le monde. Et vous qui nous avez écoutés, n'hésitez pas à liker, partager et commenter et à très vite pour un nouvel épisode de podcast. À très bientôt.